Arrivé au présent. Vous avez raison. Je suis en pleine communion avec le peuple haïtien. Il aura fallu attendre plus d'1 an et demi avant de voir les Nations unies interdire la vente de l'essence et des armes à Haïti. Or, 18 mois après ces sanctions, des camions-citernes traversaient toujours la frontière entre la République dominicaine et Haïti. Le gouvernement dominicain ne respectait pas l'embargo qu'il avait signé. Les sanctions étaient inefficaces. Le prix de l'essence rationnée est monté en flèche au profit des militaires qui contrôlaient tout le marché noir des petits et des gros marchands d'essence, notamment dans cette zone de Port-au-Prince, appelée Kuwait City. D'où vient cette essence? Pardon? D'où vient cette essence? D'où vient? Santo Domingo. Santo Domingo. Yes. D'où ça vient? Saint-Domingue. Pendant ce temps, on assistait à une dégradation des conditions de vie et à un pillage systématique de toutes les ressources du pays par ceux qui avaient pris le pouvoir. Dans ce petit monde, on ne paie pas de taxes. Dans ce petit monde, on vit de la contrebande. Dans ce petit monde, on vit de la drogue. Dans ce petit monde, il faut à tout prix être heureux, mais en exploitant les autres. Mais les sanctions ont créé une division entre les militaires qui n'ont cessé de s'enrichir et certains hommes d'affaires qui, touchés par ces sanctions, ont réclamé le retour à l'ordre constitutionnel. Si nous ne sortons pas de la crise maintenant, nous avons des compétiteurs économiques. Nous avons des îles voisines qui sont des compétiteurs économiques. C'est ça notre problème. Jusque-là, la plus grande partie de la bourgeoisie avait toujours redouté le père Jean-Bertrand Aristide, pourtant élu avec 2/3 des voix, parce qu'elle le jugeait trop populiste. C'est la résurrection de tout un peuple qui se fait maintenant. En d'autres termes, c'est la théologie de la libération qui devient un levier capable de soulever toute une jeunesse contre une génération corrompue, contre une mentalité d'église ou de société tout court. Côté, c'est la corruption qui apparaît comme l'écran qu'on contemple, mais qu'on vomit quand on est chrétien. Cette classe aisée n'avait cessé d'appuyer l'armée pour bloquer l'émergence des mouvements populaires. Il faut dire que les familles haïtiennes fortunées ne sont pas nombreuses, mais leur pouvoir est énorme. La plupart d'entre elles avaient continué sous la présidence Aristide à refuser de payer des impôts. Qui paie ses impôts ici en Haïti? Qui paie des taxes? Ceux qui sont employés. Ceux qui sont parce qu'on leur enlève les taxes. Les autres font un peu à leur gré. Ceux-là qui refusent de payer des taxes, ils ont peur de nous. Ceux-là qui ont peur de la démocratie, ils disent qu'ils ont peur de moi. Mais c'est pour cacher un rejet de la démocratie. Et si certains Américains ne me connaissent pas, ils vont me regarder au prisme de cette désinformation qui est une campagne orchestrée par ceux-là qui, chez nous, ont peur de payer des taxes. Donc, ils disent qu'ils ont peur de moi. Antoine Isméry était un des rares hommes d'affaires à avoir appuyé Aristide. Il y a ce groupe de personnes qui fait partie de l'aristocratie haïtienne. Ils sont blancs, ils sont mulâtres, et qui eux-mêmes ont toujours cru en leur supériorité. Peut-être par la couleur de leur peau, par leur éducation, ou bien par leur descendance. Et ainsi, ils ont toujours, pour ainsi dire, régné sur le peuple noir haïtien. Peu après cette entrevue, Antoine Isméry a été assassiné. À Washington, Jean-Bertrand Aristide a dû négocier avec les militaires putschistes de Port-au-Prince. Vous aviez d'autres choix que de négocier avec les militaires? Au fond, est-ce qu'on négocie avec les militaires ou et les militaires et leurs alliés? Je crois qu'on a plutôt négocié avec leurs alliés. Car les militaires, très souvent, jouent le rôle de marionnettes qui cachent les vrais alliés, alliés des putschistes, comme un rideau cache certains acteurs. C'est là où le jeu de l'intelligence est nécessaire. Devant les pressions de plus en plus grandes, le général Cédras acceptait toutefois de participer à des négociations. Le 3 juillet 1993, à Governor's Island, près de New York, sous l'égide de l'ONU et de l'OEA, un accord en 10 points visant à restaurer la démocratie était signé.
Il convenait, entre autres, de la démission du général Cédras de son poste de commandant en chef de l'armée haïtienne et du retour du président Aristide le 30 octobre suivant. À gouverneur, je savais qu'on n'allait pas nécessairement vers Haïti. Et c'est pourquoi j'ai passé des heures avant de signer l'accord pour indiquer qu'on allait vers la mort. Et je l'ai dit d'ailleurs. Car comment peut-on prétendre que des criminels notoires installés au pouvoir, qui continuent à tuer, allaient accepter la démocratie facilement, simplement pour avoir signé? Mais depuis quand ces criminels respectaient leur signature? Alors on voulait se moquer de nous. Et moi j'ai joué comme je devais jouer. En acceptant d'abord de signer après des heures d'attente, je disais au monde ce qui allait nous arriver. Et malheureusement, j'avais raison. Eux, ils ont de l'argent pour avancer vers le mal. Nous, nous n'en avons pas. Notre intelligence est notre richesse. Si nous n'avions pas signé, nous leur aurions donné un cadeau, car ils allaient profiter pour dire, voilà, ce sont les inflexibles. Ils ne veulent pas négocier. Vous voyez, nous avons choisi de passer par la voie de l'intelligence pour signer, mais tout en indiquant les faiblesses et les limites de cet accord. À la suite de ces accords, le président a accepté de nommer un nouveau premier ministre. Il a finalement choisi Robert Malval, un homme d'affaires. Haïti est devenu la plaque tournante de la drogue. Et les liens de militaires haïtiens impliqués dans le trafic de la drogue ont été dénoncés au grand jour. Quand la cocaïne arrive, ils amènent sur le côté de la République dominicaine, ils font le transport par voiture, traversent la frontière et après ça, ils font les déchargements sur des bateaux qui attendent sur l'eau pour amener sur le territoire américain à Porto Rico. Une fois qu'ils rentrent ici à Porto Rico, c'est la même chose qu'ils rentrent aux États-Unis. Il n'y a aucune déclaration de douane une fois qu'ils rentrent à Porto Rico. En 1992, nous avons publié un ordre général qui prévoit tous les cas d'implication de membres de l'armée dans le trafic de la drogue. Vous êtes passé aux actes? Oh, certainement. Ceci a donné beaucoup de résultats. On a eu des militaires, des soldats, des officiers arrêtés. Et cet ordre général prévoit que, après l'enquête, si ce membre de l'armée est convaincu d'avoir participé à ce trafic, il est renvoyé de l'armée et remis à la justice civile. Et ceci a été fait dans beaucoup de cas. Or, un membre du cartel de Medellín s'est mis à table. Il révélait devant une commission sénatoriale américaine que le colonel Michel François, bras droit du général Cédras, était un gros trafiquant de drogue de ce cartel et qu'il avait participé à l'exportation de tonnes de cocaïne. Haiti, I believe, is one of the principal reasons, if not the reason, that Police Chief François and certainly the military will not let go. They control it. Quelques mois après le coup d'État, financé par l'argent de la drogue, 40 millions de dollars, Haïti est devenu le deuxième pays par ordre hiérarchique impliqué dans le trafic de la drogue. Ce qui insinue 40 à 50 tonnes de cocaïne qui passent par année en Haïti, dont 1,2 milliard de dollars. Et l'accord de Governor's Island a débouché bien vite sur un échec. Le général Cédras est revenu sur ses engagements. La junte n'a fait que régner par la terreur. Elle aurait fait assassiner des milliers de personnes, la plupart des partisans de Jean-Bertrand Aristide. Elle s'est appuyée pour cela sur des milices, comme le FRAPP. Ces milices ont été accusées d'avoir procédé à des arrestations arbitraires et à des exécutions souvent accompagnées de mutilations, de viols et autres tortures. Division! Non! Division! Non! Frappez-nous! Cédras, Michel François, Biambi et compagnie prolongent cette dictature aveugle, féroce, parce qu'ils ont dans le sang le duvalierisme comme tel. Ce sont des fils de
duvalieristes qui ont servi François Duvalier et qui aujourd'hui prolongent cette tradition de vol, de corruption, de pillage. Entre-temps, les putschistes ont continué de défier la communauté internationale en nommant Émile Jonassin comme président de facto d'Haïti. Vous y croyez à une invasion américaine? Le peuple américain compte. Mais s'ils veulent nous envahir, que peut faire Haïti? Contre un géant. Haïti n'est même pas un petit nez en face des États-Unis. Il est vrai que depuis quelque temps, le volume du cadavre est en baisse. Le journaliste montréalais Charles David, devenu ministre des Affaires étrangères, expulsait la mission civile de l'ONU-OEA. Les pays amis d'Haïti resserrèrent l'embargo. Haïti se retrouvait isolé. Fuyant la vie trop difficile, des milliers de réfugiés haïtiens se sont retrouvés à la base militaire américaine de Guantanamo. On leur a refusé l'accueil aux États-Unis. Bonjour, ça va bien? Êtes-vous heureux ici? Heureux? Content ici? La question haïtienne était définitivement relancée par d'influents groupes de pression américains, alliés d'Aristide, qui ont dénoncé cette politique comme étant raciste. C'est grâce à l'action conjointe du groupe Transafrica, du Black Caucus et d'autres institutions afro-américaines que la question haïtienne est devenue une priorité. Je pense que nous avons réussi. À l'initiative des États-Unis, le 31 juillet dernier, les Nations unies donnaient le feu vert pour une intervention militaire en Haïti. Monsieur le Président, advenant le départ des 3 putschistes, est-ce que vous craignez quand même des soubresauts en Haïti? Permettez-moi de reprendre ce fait historique. De 1804, année de notre indépendance, à 1957, sur 36 chefs d'État haïtiens, 24 ont connu le coup d'État militaire. Cette armée de 7000 hommes absorbe 40% du budget national dans un pays où moins de 1% possède 45% du revenu national. Ce pour dire qu'il faut absolument tracer les axes d'un changement en profondeur. Cette armée doit être neutralisée pour s'occuper uniquement de ses responsabilités constitutionnelles et ne pas s'impliquer dans la politique pour prolonger la tradition de coup d'État. 30 septembre 1991, il y aurait réalisé un coup d'État sanglant. Pendant ce temps, en Haïti, les fidèles de Jean-Bertrand Aristide auront attendu pendant 3 ans le dénouement de la crise. Et la Constitution haïtienne ne lui laisse plus qu'1 an de mandat. Vous avez pu exercer votre mandat présidentiel dans votre pays. Votre mandat se termine l'an prochain. Avez-vous l'intention de demander un prolongement de celui-ci? Non, je respecte la Constitution haïtienne et je respecte le peuple haïtien. Le peuple doit parler, doit s'exprimer, et le président doit l'écouter tout en respectant la Constitution et le peuple. The message of the United States to the Haitian dictators is clear. Your time is up. Leave now or we will force you from power. Jeudi dernier, après avoir menacé maintes et maintes fois les militaires, le président Clinton décidait de passer à l'action. Comment et dans quelles conditions vous envisagez votre retour en Haïti? Je m'imagine que bientôt, et par bientôt j'entends question de jours ou de semaines, les putschistes se retirent sous la pression des forces exercées par l'ONU. S'ils se retirent, j'arrive pour dynamiser un processus de réconciliation, de justice et de paix. Sans la réconciliation, on n'ira nulle part. Le pays projette l'image d'un verre brisé. Il faut rassembler les morceaux. Mais en rassembler les morceaux, il ne faut pas être naïf. Ceux-là qui ont manipulé les armes contre la démocratie peuvent aujourd'hui manipuler ces mêmes armes contre le projet de réconciliation.
Ils ont de bonnes raisons. C'est un accord qui est très général, très vague et qui a en fait été résolu, enfin atteint à la dernière minute, avant en fait une pleine surprise, pratiquement au milieu de la nuit. Donc ce n'est pas étonnant qu'ils aient un certain degré d'incertitude. Ce qui est frappant surtout, c'est que l'accord ne fait aucune mention spécifique ni du président Aristide, ni de son retour et des modalités de son retour. Non, ça c'est exact. Il faut comprendre que c'est un accord qui est essentiellement, en fait, qui a été dirigé par certains intérêts qui sont plus portés à la politique et à la situation